Sans perdre de temps, nous allons enchaîner. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir notre prochain conférencier. Notre prochain conférencier qui est un expert en cybersécurité. Notre expert met ses compétences au service du bien commun. C'est un petit frère, mais qui joue le rôle d'un grand frère. Il est au service du continent parce qu'il est là, non pas pour utiliser ses compétences pour nous faire du mal, hacker, mais bien au contraire. C'est ce qu'on appelle un white hacker. D'ailleurs, on en a parlé hier. La digitalisation du continent représente réellement une double réalité. La première, c'est une opportunité. Évidemment, on ne va pas le nier. Mais c'est aussi un risque et une menace. Une menace de cybercriminalité, de cybersécurité. Et la personne qu'on va accueillir est là pour nous éclairer. Mais on est un peu fatigué des discours, des mots où on ne sait pas comment les mettre en place. D'ailleurs, ça fait des années qu'on en parle. Mais finalement, ça se transforme un peu en tabou. Et cette fois-ci, je vous propose une conférence où nous allons ressortir réellement différents avec des tips, des conseils concrets pour que cette transformation digitale, cette révolution numérique soit une réelle chance et une opportunité pour nos jeunes. Le continent est jeune. Il faudrait profiter de cette jeunesse, non pas pour se faire du mal, mais bien au contraire pour redessiner l'Afrique de demain. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Clément Domingo dit Sachs pour sa conférence « Le cyberespace africain à l'aube de l'intelligence, cyberattaque, opportunité, investissement, un cœur ouvert avec un hacker white. » Il est white. Encore, on applaudit. Oups, merci beaucoup, Nour. Et je vais mettre mon chrono, c'est parti. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai décidé de titrer ma conférence Cyber et IA en Afrique. Et si on se disait vraiment les choses, donc sans plus tarder. Un disclaimer qui est assez important. Je remercie vraiment Nasser, Atem, Wided et surtout toute l'équipe du Forum DSI qui m'a invité pour ces 10 ans. Merci à vous d'être déjà ce matin ici pour prendre 45 minutes pour m'écouter à parler. Ça va être un moment d'échange. Donc, qui dit moment d'échange, aucun jugement. C'est assez important. Et surtout, je suis désolé ou pas du tout de ma présentation qui ne sera absolument pas académique et conventionnelle. Vous comprendrez pourquoi un peu par la suite de ça. J'ai eu carte blanche, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'idée c'est qu'on puisse parler un peu sans langue de bois. Donc je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à beaucoup, mais je pense qu'il faut un peu qu'on se les dise. C'est seulement pour vous, il n'y aura pas de rediffusion. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas décidé. Mais sentez-vous libre de prendre des photos, des vidéos si vous voulez. Et sans plus tarder, une phrase que j'aime beaucoup, qui a dit cette fameuse phrase. Ah oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui l'a dit? Non mais j'entends pas vraiment, ça va être très interactif, donc répondez-moi sinon ça va être lent. C'est pas mal, exactement, c'est l'oncle de Spider-Man. Ensuite, tu pourras venir récupérer un stickers. Cette phrase-là, je l'aime beaucoup, c'est pas Spider-Man, mais c'est bel et bien l'oncle de Spider-Man qui l'a dite. Pour l'agenda, en fait, il n'y a pas d'agenda. Vous allez surtout bien vous remettre dans vos différents sièges qui sont assez confortables, prendre votre souffle avec moi. Et surtout, ce que je vais vous proposer, c'est une expérience immersive et interactive. Quand j'étais tout petit à Dakar, au Sénégal, ma grand-mère me racontait tout plein d'histoires. Donc, je vais essayer de faire exactement la même chose, mais en parlant de cybersécurité. À cœur ouvert, petite confession, ce sera à main levée. Qui connaît une personne qui a déjà été victime d'une arnaque informatique dans la salle?
Ok, pas tant que ça. Qui connaît une personne qui a déjà perdu ses données personnelles? D'accord. Une entreprise qui a déjà été victime d'une fuite de données, d'un ransomware? D'accord, là un peu plus. Et la dernière, elle n'est pas forcément simple, mais un jeune, une femme qui a été victime de cyberharcèlement. Normalement, sur ces 4 questions, on devrait tous avoir la main levée. J'ai vu que certains n'avaient pas la main levée. Je serais très curieux de savoir dans quel monde vous vivez, parce que moi, j'aimerais bien aussi y aller vivre plus tard. Un peu de légèreté de sujet. Pour vous, c'est quoi un hacker? Tout à l'heure, Nour le disait, et j'aimerais bien un peu entendre. Pour vous, c'est quoi un hacker? Je vous ai dit que ça allait être interactif, donc ne me laissez pas, sinon ça va être très long. C'est quoi un hacker pour vous? Un pirate, ok. Quoi d'autre? Un intrus, ok. Quelqu'un qui cherche des failles dans un système. Ce qui est très intéressant, c'est que de manière générale, il y a toujours ce côté-là très négatif lorsqu'on demande un peu aux gens, pour vous, c'est quoi un hacker? Et moi, j'aime bien un peu définir les hackers comme étant le système immunitaire d'Internet, et je trouve qu'en Afrique, on en a grandement besoin. Et donc, pour expliquer à ma grand-mère qui a aujourd'hui 88 ans, qui se fait vraiment de plus en plus vieille, c'est la meilleure vidéo que j'ai trouvée pour lui expliquer ce que je fais, parce qu'elle ne comprend pas c'est quoi un hacker. Et quand je lui montre ça, elle comprend un peu mieux. Bah voilà, donc là, vous avez eu un peu en petite vidéo, c'était quoi un hacker pour moi. Et sinon, pour me présenter très rapidement, j'aime bien cette citation de Sir Abraham Lincoln qui est le 16e président des États-Unis, qui dit que si vous me donniez 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. Je pense que ça représente assez bien l'esprit même du hacking, mon esprit même et de manière générale tout ce qui gravite autour de ça. Là, je vais passer très rapidement, enfin j'ai fait tout un tas de choses, mais la partie la plus importante, c'est que j'adore cuisiner, j'adore mixer, donc ça me permet un peu de m'évader. Et c'est parti, je m'excuse aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer mon temps à faire des prétéritions, donc à évoquer les choses sans réellement les évoquer, mais peut-être juste le fait de les évoquer, c'est déjà en parler. Et assez souvent aussi, une des réponses qui vient très souvent, c'est qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas du tout là pour voler mes données quand on parle un peu du hacker éthique. Et ça, pour ce faire, j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote, j'en ai pas mal, mais cette anecdote-là, c'est une anecdote qui s'est déroulée il y a 3 ans et demi de ça. On était à la 2e vague du Covid, donc je partais dans un pays en Afrique centrale. Donc la première partie, c'est que moi, je suis quand même très frileux de donner mes informations. D'ailleurs, pour venir ici, WeDead et l'équipe m'ont demandé certaines de mes informations. Je dis bah non. Enfin bref, et donc il fallait s'enregistrer, remplir un formulaire informatique donc pendant le Covid, sauf que j'avais vu que c'était possible de le faire en arrivant dans le pays. Donc je ne l'ai pas fait. Donc en arrivant à l'aéroport, je fais tout et l'hôtesse me dit bah, monsieur, est-ce que vous avez le document qui certifie que vous êtes enregistré? Bah, je dis non madame parce que je peux le faire. Elle m'a dit bah, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas du tout être enregistré et donc embarqué. Très bien, j'avais 10 minutes devant moi, donc je suis allé me mettre à côté. J'ai fait un peu de ce qu'on appelle de l'OSINT, donc Open Source Intelligence par rapport à ce système-là. Et je me suis rendu compte que très rapidement, le système, en tout cas le site web qu'ils avaient mis en place dans ce pays-là, exposait énormément de documents de personnes qui s'étaient déjà enregistrées sur la plateforme, donc un système de santé, donc avec leur nom, leur prénom, leur statut vaccinal, le numéro de téléphone, absolument tout. Donc j'ai pris le premier document parce que je n'avais pas beaucoup de temps, je l'ai modifié, j'ai juste mis mon nom et mon prénom, je suis retourné au niveau du desk, bah, la personne a vu ça, elle m'a dit ok, déjà première faille, elle n'a eu aucun moyen de se rendre compte que est-ce que c'était vrai ou pas. Une fois arrivé dans le pays, forcément, je le remontre. Et surtout aussi, j'avais eu accès à pas loin de 3,2 millions de personnes qui sont rentrées dans ce pays-là depuis le début du Covid jusqu'à là-dessus, dont des personnes assez VIP. Le pire de cette histoire, c'est que j'ai remonté la vulnérabilité. Aux autorités, ça a quand même été très compliqué, en tout cas, de trouver les bons points. Et des semaines après, des mois après, cette vulnérabilité-là, elle était toujours là-dessus. Et je suis quasi sûr que si moi je l'ai trouvée, d'autres personnes beaucoup moins bien intentionnées l'ont trouvé et peut-être exploité ces données. Donc, petit ressenti par rapport à la cybersécurité, vous autres DSI, RSSI, est-ce que vous êtes qui ne sont pas concernés par la cybersécurité? Ok. Bof, ça dépend des jours et de mon humeur. Très bien. Je n'intéresse personne, je n'ai rien à cacher. Qui pense ça? Ok. Et est-ce que vous vous sentez concerné? Très bien. Et vous avez le choix, soit la vidéo 1 que je vais vous montrer,
C'est la vidéo d'un piratage d'une entreprise critique en Europe qui est très intéressante. Ou la vidéo 2, c'est un phishing assez sophistiqué où une femme perd absolument tout. Numéro 1 ou numéro 2, on va voter, ça va être très simple. Qui veut voter numéro 1? Ok, qui veut voter numéro 2? Bon, c'est la vidéo numéro 1 qui l'emporte. Le cinéma a popularisé l'image du hacker comme un individu vivant reclus chez lui, ne voyant jamais la lumière du jour, trop occupé à bouleverser le monde depuis son écran d'ordinateur. Ce cliché est pourtant éloigné de la réalité. Aujourd'hui, les cyberattaques mettent en œuvre des techniques complémentaires. L'opération que nous allons vous décrire est basée sur des faits réels. Pour des raisons de confidentialité et de réputation, les noms des protagonistes ne sont pas mentionnés. Barbelés, caméras, contrôle à l'entrée. Ce site industriel un peu particulier est classé zone à régime restrictif. Et la sécurité y est bien plus stricte qu'ailleurs. Il s'agit d'un data center et l'objectif des attaquants est de mettre la main sur certaines données qu'il contient. Elles sont extrêmement sensibles puisqu'elles concernent les coordonnées de millions de clients d'une grande banque, mais également tout son savoir-faire, comme la R&D et l'infrastructure de paiement. Après plusieurs tentatives infructueuses de cyberintrusion, les pirates décident d'envoyer 2 des leurs directement sur site afin d'y dérober serveurs et disques durs. L'équipe opère une reconnaissance physique des lieux pendant plusieurs semaines. Ils analysent le système de surveillance, le nombre d'entrées, les allées et venues du personnel, puis des images satellites disponibles sur Internet. Un scan méticuleux des réseaux sociaux des employés permet de cartographier un organigramme de l'entreprise et même de déduire qui sera en congé lors de l'opération. Pour éviter de se faire repérer par la vidéosurveillance en franchissant les barbelés, les 2 hommes peuvent compter sur la complicité d'un prestataire du data center. Celui-ci branche un routeur Wi-Fi sur un switch du réseau des systèmes de sûreté qui n'était pas assez protégé contre un branchement illégitime. En exploitant des failles de configuration, les pirates prennent le contrôle des caméras et créent des angles morts. Les 2 hommes n'ont plus qu'à tromper les détecteurs de mouvement grâce à des combinaisons furtives. La voie est libre. Ils se faufilent jusqu'à l'accès livraison, ouvert de l'intérieur par le complice. Les intrus se retrouvent enfin face à la salle des machines, un modèle du genre, protégé par différents systèmes de contrôle, biométrie, poids et code. Mais toute cette sophistication est finalement inutile, car les opérations de piratage effectuées auparavant ont permis de corrompre le système de contrôle d'accès. La salle des machines est désormais ouverte. L'équipe a le champ libre et parvient à dérober des serveurs informatiques et des disques durs en toute impunité. Ils seront alors rémunérés au prix fort par le commanditaire, trop heureux de mettre la main sur des données aussi critiques. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que ça peut arriver à certains qui sont parmi vous ici, qui sont à la tête quand même de structures assez critiques. Pour information, dans cette vidéo, il y a 3 points assez intéressants. La première, cette opération a quand même demandé 9 mois. 9 mois en face, le groupe c'est un groupe semi-étatique, je ne dirai pas lequel, mais en tout cas si certains sont intéressés, vous pouvez rechercher des informations. Ils ont eu 9 mois, autant de temps, autant d'argent pour pénétrer ça. Ce qu'on apprend d'autre encore dans cette vidéo, c'est que ils sont parvenus à avoir des complices internes, et d'ailleurs aujourd'hui je ne trahis aucun secret pour dire que dans pas mal de banques, pour avoir travaillé sur ces sujets, la faille venait de l'intérieur. Donc des gens qui étaient approchés, qui étaient administrateurs, on leur demandait de mettre soit un ransomware ou soit alors de faire du détournement. Et la troisième chose, c'est que quand on a assez de temps, assez de moyens, on peut faire tout ce que l'on veut. Ça, c'était la seconde vidéo, mais que vous ne verrez pas. Et c'est assez rare, mais pour une fois, je ne vais pas vous parler de technique, je ne vais pas vous parler aussi vraiment de choses de hacking très poussées,
mais je vais surtout prendre ce temps pour faire un vrai plaidoyer du cyberespace africain, parce que je pense et je juge qu'il est assez primordial d'en faire un. L'état de menace du moment, ce sont les ransomware. Et donc, juste pour vous donner un petit panorama, histoire que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle, aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybercriminalité, c'est pas loin de 200 groupes. Sur ces 200 groupes, il y en a 40 qui sont actifs. Et sur ces 40 qui sont actifs, il y en a 10 dans le monde qui font la pluie et le beau temps. Toutes les cyberattaques de type ransomware sont faites par ces 10 groupes-là, et dont un qui est très connu, qui est Logbit. Et si on avance un peu plus, quelques informations, il faut quand même que vous vous rendez compte que des groupes comme Conti ou Logbit, qui sont affiliés à l'Europe de l'Est, donc à la Russie, sont multimillionnaires. Et pour information, en 2021, le chiffre d'affaires du groupe Conti représentait 85 millions de chiffre d'affaires et celui de Logbit 185 millions. Mais chose qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que pour Logbit, le chef, le patron qui est à la tête de ça, on juge qu'entre janvier, autant pour moi, juin 2022 et décembre 2023, à lui seul, il aurait empoché 500 millions de dollars. Ça veut dire qu'avec ses autres complices, on serait au minima à 1 milliard, voire 1,5, voire 2 milliards de dollars. Et chose encore beaucoup plus fou, aujourd'hui, le salaire moyen d'un opérateur, c'est entre 1800 et 2100 dollars par semaine. Donc vous savez peut-être ce qu'il vous reste à faire, changer de boulot. Non, je déconne. Mais sinon, je suis très provocateur quand je dis ça. Aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup plus intéressant d'être un cybercriminel que de vendre de la drogue. Et surtout, la triste réalité, est-ce que vous savez pourquoi ? En termes de coopération entre les forces de l'ordre, c'est compliqué. Et sur le continent africain, j'en parle même pas. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais je vais vous commenter en même temps cette vidéo. Cette vidéo, c'est l'arrestation du groupe Revil en Ukraine, qui est assez intéressant, dans la banlieue de Kiev. Donc là, on voit un peu l'appartement qu'ils avaient loué, mais vraiment un taudis. Mais vu que c'était vraiment pour faire que du cybercrime, on s'en fout. Donc là, il y a absolument tout. Vous voyez un peu les unités centrales désossées, les différents disques durs, on va y venir. Les mini-NAS, parce que c'est très intéressant, quand je vole vos données, il faut bien que je puisse les déposer quelque part pour les traiter et ensuite avant de les remettre un peu sur le dark web. Donc ça, on le voit. Puis on avance un tout petit peu. Donc là, et ensuite, il y a vraiment toute la partie paperasse qui est très intéressant. Juste petit point, donc là, ce qu'on voit là, c'est un cachet, il y a des téléphones, tout un tas de choses. Mais est-ce que vous savez, ça sert à quoi? Vous avez une idée ou pas? Ça peut servir à quoi? Très rapidement. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de cybercriminels dans la salle, c'est bien. Ça, entre autres, vu qu'ils font quand même, ça sert un peu à faire du blanchiment, donc c'est mettre un peu des sceaux, des faux, pour venir un peu récupérer. Donc on avance un peu plus. Là, vous voyez un peu les différents tampons qu'ils avaient pour leur société écran. Tout est consigné. Et là, on va avancer, donc les différents disques durs dont je parlais. Et là, la partie intéressante, c'est vraiment toutes les liquidités, les lingots d'or, les monnaies, que ce soit des dollars, des euros. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. L'Afrique, le nouveau bac des cybercriminels. Pour bien comprendre pourquoi on est devenu le premier continent à se faire attaquer, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'est pas le premier continent. J'essaie de vous expliquer ça de manière différente. En 2014, il se passe quelque chose de très important, c'est l'annexion de la Crimée par la Russie. Et à ce moment-là, l'Ukraine devient un terrain de jeu pour beaucoup d'agences de renseignement, pour des groupes cybercriminels, mais aussi pour des entreprises qui commençaient à tester leurs cyberarmes sur l'Ukraine. Puis après, en 2017, il y a eu un autre événement vraiment dans le monde majeur, qui est WannaCry, qui a été un des ransomware les plus médiatisés, qui a touché partout. Mais ce qui est très intéressant par rapport à WannaCry, c'est que ça part d'une petite entreprise qui, elle, faisait toute la cybersécurité, en tout cas les outils de gestion pour le gouvernement ukrainien. Donc, du côté de la Russie, donc les services de renseignement, GRU, FSB, piratent cette société, introduisent leur virus, leur malware dedans, et vu que c'est diffusé, ensuite c'est diffusé partout en Ukraine, et surtout vu que l'Ukraine commerce avec pas mal d'autres pays en Europe et dans le monde, voilà comment WannaCry se déploie. Ce qui est intéressant, à partir de 2018, l'Ukraine commence à se dire trop c'est trop. Donc il commence à demander de l'aide, à se faire aider par pas mal d'entreprises, de pays, ce qui fait que, lorsque vous savez, il y a eu en 2022 l'invasion, cette fameuse invasion encore de la Russie sur l'Ukraine, tout le monde a dit on va assister à la cyberguerre.
Il n'y a pas eu la cyberguerre parce que l'Ukraine avait commencé à se faire énormément aider 2018-2019 et leur système était beaucoup plus robuste. Et donc, depuis 2020 à maintenant, pour tester les armes, d'après vous, on est devenu maintenant cet endroit-là où des services de renseignement, des cybercriminels, des hackers aussi, testent leur système parce qu'on a une exposition, un taux de pénétration assez fort sur Internet. Et si on continue un peu ce constat qui est assez désastreux, est-ce que vous avez entendu parler de l'opération Chronos? Qui a entendu parler de l'opération Chronos? Ok, une personne. Je vous parlais de cette opération, vous allez comprendre pourquoi. L'opération Chronos, une opération assez intéressante, surtout pour démanteler ce fameux groupe cybercriminel Lockbit, le plus puissant au monde jusqu'ici. Donc c'est 12 pays qui est dirigé entre autres par le NCA au niveau UK, par Europol et surtout par le FBI. Au-delà de ça, donc, il y a pas mal de choses qui sont servies, 34 serveurs, donc des portefeuilles numériques pour la traçabilité, donc des comptes, tout ça. Mais surtout, il y a eu 3 rebondissements, le 20 février, le 7 mai et le 1er octobre. Et donc, Lockbit est démantelé. Mais surtout, ce qui est intéressant, on va y venir. Est-ce que vous saviez que parmi les 3600 victimes de Lockbit entre fin 2018 et jusqu'à décembre 2023, il y avait quand même 600 entreprises qui sont africaines. Est-ce que vous le saviez ou pas? Pire encore, presque tout le monde a été représenté. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez toutes les représentations au monde, NCA, FBI, Europol, des pays comme la France, des pays comme le Canada, le Japon. Tout le monde a participé à cette opération de démantèlement, sauf nous, les Africains. Ça veut donc dire 2 choses. Et là, on va commencer à vraiment se dire les choses sans langue de bois. Soit que l'on est totalement transparent aux yeux du monde, en tout cas sur la partie cybersécurité, ou soit que, vraiment, en Afrique, le numérique, en fait, on s'en fout, donc nous, on ne compte pas. En fait, le pire, c'est que c'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi c'est vrai. En fait, on n'est pas du tout pris au sérieux à l'échelle internationale. Je ne sais pas combien d'entre vous sont représentés, vont un peu voir ce qui se passe un peu en Europe, en Amérique du Nord, dans lesquelles je traîne beaucoup. Mais surtout, quid des entreprises ici? Et donc ça, jamais je le dirai assez, donc là, dans les prochains mois à venir, dans les années à venir. Quelles sont les entreprises africaines? Je ne sais pas, les hackers, les chercheurs, des personnalités de première voie qui portent la voix de l'Afrique au niveau de la scène internationale. J'en connais très peu, voire quasiment pas. À mon humble échelle, j'essaie de le faire, mais j'ai presque énormément pas de temps, énormément pas de moyens. Mais je pense que ça, il faut vraiment que ça puisse changer. Et si on continue un peu plus, je trouve aussi qu'on ne sait pas s'entraîner en Afrique. On ne sait pas s'entraîner en Afrique, déjà parce que la gestion de crise, elle est tellement importante. Qui d'entre vous a déjà fait un exercice de gestion de crise pendant une demi-journée ou une journée? Je veux bien que vous leviez la main. C'est bien ce que je pensais. Je pense que entraîner vos équipes, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Entraîner vos équipes pour la cyberattaque qui va venir, comment on réagit, une des choses à faire. Autre point, la communication de crise. Combien de fois sur ces 4 dernières années, j'ai parlé de cyberattaques, dont certaines banques que je ne citerai pas ici, mais qui disent « il ne s'est rien passé ». Mais non, mais comment vous pouvez faire ça? Alors qu'aujourd'hui, c'est impossible de ne plus savoir, de ne plus dire « on n'est pas victime d'une cyberattaque ». Tout se sait. Donc prenez les devants et ne dites pas « non, il ne s'est rien passé ». La cybersécurité, bon voilà, je vais encore être très provoque, hein, mais je pense que la cybersécurité est mort-née en Afrique. Pour la simple et bonne raison que toutes les cyberattaques que je ne citerai pas, il y en a plusieurs, y compris ici même en Tunisie. Pareil aussi, la réaction de nos dirigeants, la réaction de nos politiques, la plupart du temps, la réaction, on lève le tapis, on met la poussière en dessous, on remet le tapis, circuler, il n'y a rien à voir. Et pire encore, moi, il y a un point qui me tue, et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte, c'est qu'on ne se parle pas assez entre nous. Il y a une chose en cybersécurité qui est primordiale, et ça, limite, c'est peut-être une des choses à retenir de tout ce que je vais dire là, tout ce que j'ai pu blablater. Tant qu'on ne partagera pas ce qu'on appelle des IOC, donc des indicateurs de compromission, ça veut dire que lorsqu'on a une cyberattaque dans un secteur particulier, quand l'entreprise d'à côté qui est dans le même secteur et qu'on ne partage pas en disant on a vu ça ou ça, allez voir aussi dans vos logs, on va continuer de se faire défoncer. En Europe, en Amérique, ils sont bien meilleurs que nous parce qu'il y a de la synergie, parce que le secteur public parle au secteur privé, chacun n'est pas dans son coin, chacun ne travaille pas en silo. Tant qu'on continuera de travailler en silo, on ne fera absolument rien.
Premier quiz, d'ailleurs ce sera un peu le seul. Vous pourrez aussi gagner un petit stickers. Quand a été établie la Convention de Malabo? Est-ce que c'est en 2011, 2014, 2009 ou qu'est-ce que la Convention de Malabo? Très rapidement. Eh bien, j'entends pas. Est-ce que... B 2014, exactement. Plus exactement, le 27 juin 2014 en Guinée équatoriale, donc les 55. Là, je vais faire un petit aparté un peu sur la Convention de Malabo. Savez-vous combien de pays ont signé la Convention de Malabo? Il y en a un peu moins de 23 pays, en tout cas à la date de 2023. Les voici un peu, je les ai mis ici. Et savez-vous combien de pays ont ratifié? Donc ça veut dire qu'ils sont engagés à la mettre en place. Beaucoup moins, les voici. Et ce qui est fou, c'est que sur la Convention de Malabo, bon, en fait, elle n'est pas du tout au goût du jour. 10 ans après, 2024, bah, la Convention de Malabo, mais bon, ça n'engage que moi, et je vais assumer les propos que je vais dire ici devant vous, elle ne sert absolument plus à rien, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que sur les aspects de la protection des données, il n'y a quasi rien, cybersécurité, j'en parle même pas, et pire encore, sur l'intelligence artificielle, il n'y a absolument rien. Et je juge que si on ne se remet pas autour de la table, qu'on ne remet pas les 55 en se disant comment on amende cette convention de Malabo, on va continuer encore, indépendamment. Attention, je fais bien la distinction entre toutes les autorités de protection, mais tant qu'il n'y aura pas un vrai texte, on ne fera absolument rien. Et donc la transition, elle est toute trouvée par rapport à l'intelligence artificielle où je terminais tout à l'heure. On a parlé de beaucoup d'entre vous l'IA, mais pour vous, c'est quoi l'IA? Zut, là, il n'y a pas de micro, mais est-ce que vous sauriez un peu définir l'intelligence artificielle pour le peu de temps qui nous reste? Comment vous le définiriez à votre femme, à votre mari, à vos collègues, à vos enfants, à votre grand-mère? Ouais. Ah, trop bien. C'est trop bien parce que là, c'est là qu'on va commencer à parler. Ouais. Bonjour. Pour moi, je peux la définir comme étant le fait d'intégrer un raisonnement qui s'approche du raisonnement humain à des machines. Ok. Est-ce que tu penses que si ça, tu le dis à un enfant de 10 ans, il comprend ou pas? Ou alors ta grand-mère? Non, c'est pas du tout, c'est juste pour faire prendre conscience. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter d'expliquer pour vous, c'est quoi l'IA simplement? Non? Ne soyez pas timide, on est vraiment entre nous. Hein. Bonjour. Salut. C'est plus de l'apprentissage? Ouais, ok, pas mal. Je vais essayer d'avancer. En tout cas, moi, une des choses que j'ai trouvées pour expliquer simplement l'intelligence artificielle, donc on imagine, on pose une question sur l'astrophysique ou sur la physique quantique ou sur le quantique, tout ce que vous voulez. Éventuellement, on va dans la Medinala de Hammamet, on prend une personne au hasard, on lui demande qu'est-ce que l'astrophysique, on est quasi sûr que la réponse qu'on va avoir, elle ne sera pas top. Au contraire, si on va dans une conférence spécialisée avec vraiment des chercheurs, des personnes qui sont spécialisées, qu'on pose la question, on est quasi sûr d'avoir une réponse qui soit 7-8% sur 10, en tout cas 7 à 8 sur 10, beaucoup plus intéressante que la personne qu'on avait posée. Donc par rapport à l'intelligence artificielle, et c'est exactement un peu, du coup, vraiment la même chose. Donc il y a vraiment, ça va venir un peu engager les notions d'apprentissage, d'utilité, les hallucinations. Aujourd'hui, on commence un peu à parler d'IA générative, d'IA prédictive. Je vais un peu essayer d'avancer. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Et surtout, on va faire un autre aparté sur la cyber, l'IA, la tech, l'IA, et surtout l'Afrique et l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a des IA. D'ailleurs, parler un peu d'IA, c'est un abus de langage, c'est beaucoup plus un LLM ensuite qui devient une IA, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Après, il y a le sujet un peu de RAG. Est-ce que si je parle de RAG, de Agent AI, surtout de RAG et d'Agent AI, ça parle à certaines personnes? Ok, quelques-unes. Pour la petite parenthèse, 2025, ce sera un peu l'âge d'or un peu des Agent AI. Donc, gardez ça et commencez vraiment à regarder ça parce qu'il y a énormément de choses qui se font par rapport à ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais aujourd'hui, c'est très simple. On peut commencer à prendre de l'information, des données, les entraîner et en faire des superbes IA qui sont parfois beaucoup plus performantes que certains
chercheurs que certains pentesters. Dans mon quotidien aujourd'hui, j'utilise beaucoup de ces IA-là que je crée pour des tâches spécifiques. Et donc, il y en a certaines qui commencent à être boostées par rapport à ça. Et surtout, il y a un point que je voulais un peu soulever par rapport à vous, c'est que tant qu'une fois de plus, ici en Afrique, on n'aura pas nos propres LLM, on ne fera rien. Je vais vous raconter une anecdote. L'anecdote m'est arrivée l'année dernière. L'année dernière, pour un groupe financier que je ne citerai pas, ils ont mis en place un chatbot, superbe. Sauf qu'au bout de 3 semaines, ils se sont rendus compte que leur chatbot ne servait absolument à rien. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils avaient pris un LLM, par contre, qui avait été entraîné sur des données européennes, donc qui ne représentait absolument pas la réalité locale et régionale de ce pays-là. Et donc, ça me, une fois de plus, ramène, tant qu'on n'aura pas nos propres LLM pour venir valoriser les données, par exemple les données au niveau de la Tunisie, les données au niveau d'une région en Afrique, on va continuer d'utiliser des LLM qui ne sont pas du tout faits dans nos réalités. Et entre autres, il y a un truc qui s'appelle Hugging Face qui est juste top, qui est juste génial, mais il faudrait aussi commencer à s'en emparer. Donc voilà, donc là, j'en parlais un peu pour la souveraineté. Et surtout, à quand on a des formations adaptées? Parce qu'on parle un peu, c'est bien beau de parler de cyber et d'IA, mais tant qu'on n'aura pas de formation, ça va être compliqué quand même de se dire qu'on va être à la pointe sans avoir des formations de qualité ici même et pas repartir, je ne sais pas, à l'étranger, en Europe, en Amérique, pour les avoir. Les jeunes, je ne pouvais pas du tout terminer ma conférence sans parler un peu des jeunes. D'ici 2030, et ça, moi, je l'ai appris il y a 2 ans de ça et ça m'a un peu retourné le cerveau, 1 jeune sur 2 dans le monde sera africain. Et donc, qui dit 1 jeune sur 2 dans le monde sera africain, comment on essaie avec nos systèmes qui vont être de plus en plus hyper connectés, on essaie d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Hier, j'entendais dans certaines discussions, dans certains panels, aujourd'hui, on n'a peut-être pas de, de jeunes, de personnel qualifié, mais ça, pour avoir du personnel qualifié, il faut pouvoir avoir, disons-nous les choses, des formations, des formateurs qui puissent accompagner ces personnes-là qui vont ensuite venir travailler dans nos institutions, dans nos banques, dans nos entreprises pour venir irriguer ce tissu économique. Et pire encore, il y a un autre point qui moi aussi me marque vraiment beaucoup, c'est un peu la question du rôle modèle. Quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique, là-bas, les rôles modèles, ils sont valorisés. Alors qu'ici, en Afrique et surtout dans la diaspora, il y a tellement de gens qui font de choses bien, mais comment on les met aussi en avant pour montrer qu'il y a de la compétence, il y a de la technicité, il y a de quoi faire ici en Afrique et on peut bâtir par rapport à ça. Et les investissements, et ça je suis désolé, tant qu'on ne mettra pas suffisamment d'argent sur la table pour investir de manière à longue durée, on va une fois de plus rien faire. Regardons un peu ce qui se passe une fois de plus l'Europe, une fois de plus les Amériques. Je les prends en exemple en Chine parce que là-bas ça fonctionne. Ils ont compris que pour être compétitifs sur le marché, pour être représentés dignement sur la scène internationale, tant qu'il n'y aura pas d'investissement, rien ne se fera. C'est pour ça qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez entre 5 à 10% de leur PIB juste dans l'industrie, entre guillemets, de la défense, avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, l'Europe essaie de faire aussi parce qu'ils ont compris que s'ils ne mettaient pas énormément d'argent, surtout sur l'IA, ils allaient être encore à la traîne. Et nous, ici en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On investit quoi? On va s'ouvrir un peu plus le cerveau sur l'IA. Donc ça, c'est un peu une partie peut-être dystopique, mais j'aimerais aussi un peu l'apporter à votre vraiment moulin. On parle beaucoup d'IA, on parle aussi beaucoup de wearable tech. Je ne sais pas si demain vous le savez, mais demain, pour regarder certains films ou regarder certaines émissions, on va vous demander de vous pucer, d'avoir un peu ici des puces ou alors des tempes, parce que ça va vous permettre de vivre beaucoup plus des émotions. Ok, ça c'est superbe. Mais le côté dystopique, le côté un peu noir, ça reste un système comme un autre. Donc qui dit système comme un autre, dit prise à distance de ce système. Donc peut-être rajouter des souvenirs, en supprimer. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Pareil aussi, au niveau un peu, il y a ce qu'on appelle les biohackers. Donc ceux-là, je les aime beaucoup. Et dans le monde, il y en a 3, dont un, lui, s'est volontairement éborgné. Donc il a enlevé son œil, il a remplacé par un œil bionique. Il y a l'autre, lui, s'est coupé le bras gauche, il a remplacé par un bras bionique. Ils sont certes fous, mais c'est peut-être de la science ou pas. Mais voilà un peu ce qui est en train de se passer. Et ça pose un peu les questions de demain. Est-ce qu'on serait OK de vivre dans un monde dans lequel peut-être notre collègue, ce sera un humanoïde? Donc ça veut dire quelqu'un qui a vraiment notre apparence, avec une peau qui est similaire, mais ce n'est pas un humain. On est éventuellement allé prendre tout ce qu'il connaissait, on l'a transféré dedans, mais ces questions-là, c'est dès à présent qu'on se les pose. Si on ne se les pose pas dès à présent, comment on légifère par rapport à ça, comment on se projette par rapport à ça, quand ça va arriver, ce sera beaucoup, beaucoup trop tard. Et forcément, les personnes qui sont frappées d'électronisme. Et un autre point aussi, et donc ça c'est un petit aparté, mais tout aussi un peu important dans ce long plaidoyer que je suis en train de faire, on parle de plus en plus de désinformation.
et elle se vit, elle se voit ici aussi en Afrique. Donc comment aussi on met en place, surtout au niveau étatique, au niveau de certaines agences, des cellules qui sont capables de détecter cette désinformation-là avec l'intelligence artificielle, mais surtout, le plus important, d'expliquer à la population que ce qu'ils sont en train de voir, ce n'est absolument pas vrai, c'est une forme de manipulation. Et je vais juste rapidement terminer sur est-ce qu'on va se faire contrôler par l'IA, le transhumanisme, l'homme augmenté, est-ce que aussi les personnes fragiles qui sont loin de la tech, qu'est-ce qu'on en fait pour eux quand il va s'agir un peu de nos mamans, de nos grands-parents qui sont eux totalement loin de la technologie, comment on leur propose les meilleures solutions sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de les utiliser. Ça, c'est notre devoir à nous. C'est votre devoir à vous qui y êtes à la tête de certaines équipes techniques, en train de construire aussi parfois des offres, des services, de commencer dès à présent à réfléchir à ces sujets-là, et surtout pour l'Afrique. Ça va toujours? Vous aimez toujours les histoires? Ok, on va continuer. Donc là, on va essayer de prendre un peu plus de légèreté, parce que vous pouvez sortir votre téléphone. Vous pouvez sortir votre téléphone. Ah oui, il faut que je me connecte. J'espère que vous avez tous de la connexion. On va se faire un petit... Bon, j'espère que ça ne va pas trop ramer. Vous pouvez soit scanner le QR code ou alors juste mettre le code, c'est CKOUT. Et au bout de, allez, je vous laisse 30-40 secondes pour commencer. Et puis on va essayer un peu de s'amuser, voir est-ce que la cyber, vous connaissez ou pas. Je ne sais pas si derrière vous pouvez scanner, mais si vous ne pouvez pas scanner derrière, il y a juste à mettre un peu le code et voilà. Et encore 30 secondes pour les retardataires, on va commencer. Encore 20 secondes. 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Tant pis pour les retardataires, c'est parti. Vous allez voir, c'est une petite série de questions. Ça permet aussi un peu de voir avec différents niveaux que j'ai mis en place. Donc ça permet aussi un peu de sensibiliser les équipes. Donc on va essayer de s'amuser tous ensemble. Donc première question, que signifie le cycle CIA? Est-ce que c'est la confidentialité, l'intégrité, l'analyse? Est-ce que c'est la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité? Est-ce que c'est la cryptographie, identification, authenticité? Ou la fameuse Central Intelligence Agency? Normalement, ce sont que les choses qu'on connaît tous, a priori. Ah, j'aime bien parce qu'il y a quand même certains qui ont répondu la réponse D, la CIA. C'est pas mal, j'aime beaucoup les gens qui sont joueurs. Deuxième question, quelle est la principale différence entre HTTP et HTTPS? Donc HTTPS utilise le port 443, HTTP le port 80, HTTP crypte les données, HTTPS ne le fait pas, HTTPS autorise des téléchargements plus rapides et HTTP permet un suivi anonyme. 2? Je sais pas, il faut juste que tu répondes. Eh ben, j'espère que tu seras dans le top 3. Allez hop, question suivante. Que signifie MFA pour Multiple Factor Authentication? Est-ce que c'est un système permettant de gérer les rôles des utilisateurs, un service VPN qui permet plusieurs connexions simultanées, un mécanisme de vérification d'identité utilisant plusieurs facteurs, un outil qui bloque les tentatives de phishing?
Ok, 51 ont répondu. J'aime bien toutes les autres personnes qui répondent. Bon, Ra est toujours en tête. Question numéro 4. Quelle est la meilleure pratique pour assurer la sécurité des sauvegardes des données? Très important, surtout dans les cyberattaques. Est-ce qu'il faut sauvegarder uniquement sur un disque dur externe? Est-ce qu'il faut faire des sauvegardes une fois par an et les laisser sur le même serveur? Est-ce qu'il faut sauvegarder régulièrement et stocker les copies dans différents endroits? Ah, parce qu'il faut sauvegarder les données. Je ne savais pas. Question 5. Qu'est-ce qui rentre en vigueur en Europe en 2024? C'est déjà rentré en vigueur. Donc qu'est-ce qui est rentré en vigueur? D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il va aussi nous falloir notre propre ce truc-là en Afrique. Est-ce que c'est RGPD 2? Est-ce que c'est NCIS? Est-ce que c'est NIS 2? Ou est-ce que c'est ANSSI? Ah! Non, c'est NIS 2. Là, je pensais que tout le monde allait l'avoir. NIS 2. Qui n'a pas entendu parler de NIS 2? Ah ouais, ben d'accord, mais c'est un peu ce que je dis. En fait, NIS 2, c'est vraiment... il faut que je prenne 10 secondes pour en parler, même si j'ai plus beaucoup de temps. C'est assez important parce que c'est un peu la deuxième mouture de la version NIS 1 et surtout du RGPD qui va venir encore plus obliger les entreprises à protéger les données en Europe. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'en disais, tant qu'on n'aura pas notre propre législation aussi, donc un amendement de la Convention de Malabo V2 sur la protection des données, ça va être compliqué. Ah, Ra, il y a Boren qui repasse en tête, bravo. Question 6, on est à la moitié. Quel est le type d'attaque le plus courant des entreprises? Attention, ici, il y a peut-être un piège. Quel est le type d'attaque le plus courant dans les entreprises? Est-ce que c'est le phishing? Est-ce que ce sont les ransomware? Est-ce que c'est le DDoS? Ou est-ce que ce sont les virus, les malwares? Attention, il y a un piège. Les attaques le plus courantes dans les entreprises. On va voir qui répond bien. Ouais, c'était le phishing. C'est pas du tout le DDoS, c'est pas du tout les malwares, c'est bel et bien le phishing, les tentatives de phishing qui sont juste énormes dans les entreprises. Que signifie démarque? Ok, c'est la question la plus compliquée, mais qui est tellement importante, je vous expliquerai pourquoi. Est-ce que ça signifie Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance, Domain Message Authentication and Regulation Compliance, Domain Monitoring and Active Relay Control, Domain Management and Relay Control? Très 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 important le démarque. D'ailleurs, la première question, qui ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, je vois que tout le monde a répondu. Qui ne sait pas ce que c'est démarque? Vous devriez tous le faire pour faire très simple. Aujourd'hui, avec le SPF, si on veut usurper votre nom de domaine, si vous n'avez pas une solution de démarque et donc du SPF, on va pouvoir simplement se faire passer, par exemple, pour l'autorité tunisienne, alors que je ne suis pas du tout l'autorité tunisienne. Très 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 important le démarque. Donc on avance. Que signifie IAM? Autre grosse solution, autre gros principe en cybersécurité, est-ce que c'est Identity and Access Management, Identity Access Monitoring, Integrated Access Management ou Intelligent Access Management? Il faut que je trace, il me reste 5 minutes sur ma presse. Bravo, l'IAM c'est vraiment la gestion des accès, la gestion des utilisateurs, donc très important pour savoir qui a accès à quoi, à quel moment. Donc quel est le but d'un SIEM, donc pour Security Information and Event Management? Est-ce qu'un SIEM est un logiciel antivirus pour protéger les bases de données, un système qui collecte et analyse les événements de sécurité, un programme qui surveille les applications web ou un programme pour identifier les utilisateurs autorisés? Normalement tout le monde a dû entendre parler ici des SIEM, des SOC. Même si d'ailleurs aujourd'hui la tendance est beaucoup plus au SOR, je pense que les SIEM ça ne sert plus à rien, mais bon, ça c'est mon avis. Certains ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui on parle beaucoup plus de SOR en Europe, en Amérique du Nord. On pourra d'ailleurs en discuter plus tard. Question suivante. Oh, Mourad repasse en tête, il nous en reste 3. Que signifie CVE? CVE, très important, en tout cas si vous faites de la cybersécurité, vous êtes obligé de savoir ce qu'est une CVE. Peu importe votre domaine, Common Vulnerability and Exposure, Core Vulnerability Examination, Computer Virus Exclusion ou Cyber Vulnerabilities and Evaluations. Et non, c'était la A. Les CVE, pour ceux qui ne savent pas, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous avez des vulnérabilités qui sont connues dans des systèmes, c'est sous forme un peu de CVE. Donc comprendre les CVE, les traquer dans vos équipes, permet aussi de savoir un peu la tendance et surtout de venir appliquer du patch, donc du patch management au niveau de vos différents systèmes. Donc jusqu'à combien de temps après une cyberattaque se fait ressentir?
très important. En tout cas, cette information-là, on l'a en Europe. Mais d'après vous, est-ce que c'est 1 semaine? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 180 jours? Ou est-ce que c'est la réponse D? Les cyberattaques ont été inventées par le cinéma hollywoodien. Donc ça veut dire quand vous avez une cyberattaque, combien de temps après, votre système, vos utilisateurs, vos fournisseurs sentent que vous avez eu cette cyberattaque? Bravo, c'est bel et bien la réponse C, c'est 2 ans. 2 ans après, vous êtes toujours dans les affres de la cyberattaque que vous avez suivies. Et les 2 dernières questions, que signifie RAT, Remote Access Trojan? Est-ce que c'est un outil d'analyse réseau? Est-ce que c'est un pare-feu spécifique aux applications web? Est-ce que c'est un cheval de Troie qui permet d'accéder à distance à un système? Est-ce que c'est un mammifère rongeur comme on peut en trouver à Paris? Et aussi ici. Et en effet, un RAT, donc un RAT, c'est un logiciel espion qui va permettre de prendre à distance le contrôle sur l'ordinateur, sur le serveur, faire tout ce qu'on veut. Et donc, c'est très, très, très utilisé dans les cyberattaques et surtout dans le déploiement de ces fameux rançongiciels qui sont faits. Et oh, bravo Mourad, Ra qui revient. Et tout va se jouer sur cette question, dernière question. Un fichier contenant des adresses des salariés est-il un document confidentiel? Oui, car ce sont des données personnelles. Non, car on peut facilement les trouver sur Internet, c'est vrai. Ou est-ce que ça dépend? Ah, parce que les données de Michel sont censées être confidentielles. Un nom, un prénom, est-ce que c'est confidentiel? Adresse mail. Bravo. Et pour le podium final, on va pouvoir applaudir IBTH. Je ne sais pas où tu es. Bravo. Ra. Oh! Bravo là-dessus. Et le premier, la première, Mourad. Trop bien. Je ne sais pas, là je m'adresse à WeDead, je m'adresse vraiment à Thème. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir offrir aux 3 là-dessus. Et moi, je vais aussi essayer de voir ce que j'offre. Mais voilà, on est passé. En tout cas, juste pour revenir, ce type un peu de quiz, ça permet vraiment de savoir ce qui se passe un peu en cybersécurité. Et c'est vraiment des concepts. Donc là, ce que j'ai montré, c'est rien de bien compliqué, hein, mais c'est vraiment des concepts à voir. Et on va terminer ma présentation. Hop. Donc ça, c'est une autre vidéo, un peu sur l'aspect physique. Et donc là, c'était dans un hôtel en Europe du Nord. Donc j'avais ma carte de chambre, sauf que Et donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est que je suis en train de scanner ce... Et ben voilà, donc là, vous avez entendu le bruit. Et ce qui va me permettre ensuite simplement de revenir tester et de rentrer dans la chambre. Et voilà, et donc si on continue, pareil aussi un peu sur la carte bancaire, donc là je ne sais pas si vous allez pouvoir un peu la voir. Vous savez, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens, en tout cas quand vous avez une carte bancaire, qui la laissent soit vraiment dans la poche ou soit vraiment au niveau du téléphone. Et avec un peu ce type d'équipement, c'est ce qu'on appelle un Flipper Zero. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ça. Ouais, c'est un peu un Tamagotchi pour hacker. Ça permet de faire plusieurs choses et entre autres de lire un peu comme là des cartes d'hôtel, mais surtout aussi des cartes de crédit. Et donc là, en l'espace, je vais le refaire. Vous allez un peu aussi entendre le petit bruit. Donc là, je le fais. Et en l'espace de même pas quelques secondes, j'ai les 16 chiffres de cette carte bancaire. J'ai la date d'expiration. Et donc, je vous laisse un peu imaginer tout ce qu'on peut en faire. Ce qui permet un peu de voir que quand vous pouvez vous en prémunir contre ce type de choses-là. J'avais prévu d'avoir un gros plan, mais là, j'ai ramené tout un tas de petits matériels pour faire un peu de l'intrusion physique. Donc après, si certains sont intéressés, vous pourrez venir la voir. Je vais continuer, enfin bref, là-dessus. Et les call to action pour terminer les 2 minutes qui me restent. Je pense que c'est bien de m'inviter de faire des présentations, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc de manière un peu assez concrète, je pense que là, prochainement, moi, je vais commencer à peut-être réécrire une tribune sur la Convention de Malabo. Donc aussi, si vous êtes un décideur, vous êtes vraiment intéressé à signer cette tribune ou avez vraiment des idées, contactez-moi, qu'on puisse un peu en parler. Autre chose aussi, l'idée peut-être de créer une académie, parce que tout à l'heure, je parlais un peu de la formation qui est tellement importante, mais sur de l'intelligence artificielle et de la cyber de manière très concrète. Avec vos équipes, tout à l'heure, je le parlais, hein, tant que vous n'irez pas aussi sur la scène internationale pour proposer des choses, faire des retours d'expérience, jamais on ne vous prendra au sérieux.
Donc peut-être qu'on peut aussi réfléchir à ce qu'on fait ensemble sur des conférences, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, conjointement, ou peut-être aussi juste vous coacher pour voir comment on va présenter sur ce type un peu de scène là-dessus. Et surtout, si vous avez d'autres idées, mais attention, que du concret. Ok, là, ce que je vais dire, je pense que je ne vais pas du tout me faire d'amis, mais c'est peut-être un peu mon ressenti que moi j'ai. J'ai un peu l'impression qu'ici, chez nous, en Afrique, on parle un peu trop. Et on ne fait pas. Si vous voulez vraiment qu'on fasse, venez me voir qu'on en discute. Et je vais terminer en bonus. Hier, j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont aussi encore pris conscience de certaines choses. Et j'ai décidé, avec la visibilité que j'allais commencer à mettre en avant aussi des initiatives sur le continent. Donc d'ailleurs là, il y a APNA, ils font vraiment des choses assez bien là-dessus. Et donc je pense que je vais aussi utiliser un peu cette visibilité-là pour mettre en avant vos projets, pour mettre en avant vos initiatives. Donc si vous voulez qu'on en parle, vous n'hésitez pas. Et je vais terminer par une chose. On a souvent l'impression qu'on fait de la cybersécurité, c'est compliqué, c'est complexe, c'est virtuel. Et pourtant, c'est très humain. Et il y a cette image que j'aime beaucoup, où on est tous dans le même pick-up, on est tous là-dessus, on va commencer à empiler les solutions de cyber, mais on va oublier un maillon de la chaîne. Ce maillon-là, c'est l'utilisateur. Donc cette dame-là que l'on voit, si jamais on lui a dit que ne te tiens pas à la poignée, et surtout parce que le jour où il va y avoir un nid de poule ou un dos d'âne, que le chauffeur il freine brusquement, tu ouvres la porte et tout le monde se casse la gueule. Donc prenons le temps de nous éduquer, d'éduquer nos utilisateurs pour mieux se parer aux cyberattaques. Et je vais terminer par un proverbe, un presque proverbe africain. Tout le monde connaît le proverbe « Seul on va vite, ensemble on va plus loin », mais moi j'ai juste dit « Seul on va vite » et c'est un presque proverbe africain. Et tant qu'on ne se mettra pas ensemble, on n'ira pas loin. Je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté. Si vous avez des questions. Merci Clément. On l'applaudit chaleureusement. Bravo, bravo. Bravo, merci encore une fois. Alors, Clément nous avait dit, je vais peut-être pas me faire des amis, hein, n'est-ce pas? Et je pense aussi que je vais plus être invité, mais voilà. En tout cas, au moins j'ai vraiment, je vous ai dit sur le cœur ce qui se passe. Et on vérifie ça tout de suite. Qui est ami avec Clément? Qui n'est plus ami avec Clément? Ah. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout levé la main. Ah, ça ne l'annonce pas. Merci encore une fois Clément, bravo.